Bonjour à tous et bonjour aux étudiants à distance. Je me dois de dire, parce que je trouve que c'est important, que je suis paradoxalement gréviste en cours. Gréviste parce que je suis d'accord avec le mouvement de la fonction publique contre les réformes actuelles, et en cours parce qu'il est tellement difficile d'obtenir cette salle avec les conditions d'enregistrement et la caméra qu'il fallait faire court. C'est un peu paradoxal, mais du coup je suis là, et vous êtes là aussi. Et je fais un cours tout à fait sérieux, mais je tenais à dire mon embarras à être là, malgré tout. Bravo. C'est pas très confortable. Hein. Donc plusieurs choses. La première chose qui s'adresse aux étudiants en présentiel qui valident le contrôle continu, je vous rappelle que vous devez rendre un mini-mémoire de recherche qui porte, vous vous souvenez, sur un objet de recherche, une lecture spécifique, une fiche de lecture, un passage, une explication de texte, etc. etc. Donc j'avais décliné les possibilités qui sont extrêmement larges. J'ai reçu pas mal de messages que je valide en général d'une phrase en disant ok, c'est très bien, c'est une bonne idée, etc. etc. Parfois c'est à la fin du cours que ça se fait aussi. J'ai aussi, malgré tout, pas mal de gens qui ne m'ont pas encore contacté, et comme le rendu de la chose est prévu de manière absolument précise pour la rentrée des vacances de la Toussaint, c'est-à-dire le 8 novembre, non, le 9 novembre, bref, le mardi qui suit les vacances de la Toussaint, il faut que vous le fassiez absolument avant les vacances de la Toussaint, et si possible avant encore, pour ne pas passer les vacances de la Toussaint à faire cette chose dont je vous rappelle que c'est une dizaine de pages et pas plus, en interligne 2 et en caractère 12 et pas en écriture microscopique. Merci. Donc un objet délimité, volontairement délimité. Donc ça c'est la première chose. Les étudiants à distance ne sont bien entendu pas concernés dans la fenêtre là-bas, puisqu'ils ont des modalités de validation, d'évaluation qui sont entièrement un oral et un écrit postérieurs à Noël. Ça va sur ça ? Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vais vous faire passer un deuxième, alors ça va prendre 3 minutes, je m'excuse pour les étudiants à distance, un deuxième jeu de textes. Ces textes sont sur l'espace de cours en ligne, donc à distance, je les ai mis là aussi à l'écran, mais ils peuvent être téléchargés et imprimés. Il y a 2 textes Word et 2 textes PDF. Donc les 2 Word sont une page chacun, un texte de Xénophon et un texte d'Aristote. Alors, faites-le dans l'ordre parce que si vous commencez à mettre la distribution, on ne va pas s'en sortir. Et puis une série de textes de Foucault, une deuxième série de textes de Foucault. Je ne sais pas si je vais voter. Ça pas le grand tour. Tiré de Discipline et Venir, que je vais vous donner moi, parce que sinon vous allez défaire les paquets. Je vais circuler, c'est l'IAS. C'est l'IAS. On peut passer l'IAS à vous. Ne défaites pas l'alias. On va passer très rapidement. Il y a un texte d'une page d'Aristote, un texte d'une page de Xénophon et une liasse de texte de Foucault qui demande à ne pas être séparés. Tout le monde a des textes de Foucault. On va se passer à l'arrière.
passage plus l'alias. Voilà, et dernière chose, quand j'y suis, je vous fais passer la fiche de présence. Est-ce qu'il y a des reliquats? On va pas savoir si ça sera fini, vous me direz. Alors, on reprend le cours. Est-ce que j'ai mis mes notes là? On reprend le cours très rapidement. On s'était arrêté à la mise en place de l'opposition modèle machiavélien, modèle anti-machiavélien ou littérature anti-Machiavel par Foucault, je vous rappelle, entre le milieu du XVIe et le milieu du XVIIe, selon les références. Mais surtout, ce qui nous intéressait, ce qui m'intéressait moi dans ma présentation, c'était les prolongements immédiats que le déplacement dont Foucault fait l'hypothèse et la manière dont ces prolongements peuvent prendre corps. Ces prolongements, ils s'effectuent à partir de au moins deux choses. La première, c'est la reconnaissance de la pluralité des niveaux de gouvernement et des objets de gouvernement. Et la deuxième chose extrêmement intéressante, qui était présente dans la fin du texte qu'on avait lu la dernière fois, et à laquelle je vous renvoie, c'était la reconnaissance de l'enchâssement, littéralement, l'enchâssement de ces échelles différentes et de ces objets différents de gouvernement dans une échelle spécifique qui n'est ni meilleure ni plus importante, qui est l'une d'entre elles, mais qui a pour caractéristique d'une manière ou d'une autre, et Foucault est relativement imprécis sur ce point, contenir en elle toutes les autres. Cette échelle parmi d'autres, j'insiste, parmi d'autres, et qui paradoxalement contient toutes les autres, au moment où Foucault construit sa description, c'est-à-dire en se référant au XVIIe siècle, fin XVIe et puis XVIIe siècle. Cette échelle, c'est celle de l'État. Vous vous souvenez que, à la référence faite à Guillaume de la Perrière comme modèle anti-machiavélien, donc comme incarnation des arts de gouverner, contre le modèle de la conservation du pouvoir, etc., succède en effet celle de François de la Motte-Levaillé, dont Foucault cite certains titres écrits au milieu du XVIIe, 1653 en particulier, certains titres écrits pour l'éducation de Philippe d'Anjou, du frère du roi. Les titres que Foucault cite, il y en a d'autres, mais ceux qu'il cite, c'est la géographie ou la morale du prince, l'économique du prince et la politique du prince. Les 3 volumes sont de 1653. Et Foucault développe l'idée que ces 3 niveaux, la morale, l'économique et la politique, correspondant respectivement la morale au gouvernement de soi, l'économique, oikos, la maison, au gouvernement des biens et des personnes dans la maisonnée, et la politique au gouvernement de l'État, qui contient toutes les autres, qui est distinct mais qui contient toutes les autres. Cette idée donc que ces 3 niveaux peuvent se lire en continuité. Et c'est le terme de continuité qui est ici intéressant. En continuité, le parti pris de lecture continuiste, malgré la différence d'échelle, est tout à fait central, et que cette continuité peut être parcourue
vers le haut comme vers le bas, de manière ascendante comme de manière descendante, en supposant encore une fois, on l'avait vu la dernière fois, qu'un bon gouvernement de l'État conditionne un bon gouvernement de la maisonnée qui lui-même conditionne une bonne forme de rapport à soi, ou à l'inverse qu'un bon gouvernement de soi, c'est-à-dire une bonne morale, conditionne une bonne gestion de la maisonnée qui elle-même conditionne une bonne tenue ou une bonne politique des États, dans les deux sens. Et on s'était arrêté, me semble-t-il, ici. Je voudrais à présent qu'on continue la lecture du texte, il reste un petit morceau qu'on n'avait pas lu, jusqu'au bout, parce que le texte de Foucault convoque une autre référence. Et cette autre référence, elle est très surprenante parce qu'elle étend ou elle étire, et ce n'est pas un geste indifférent pour quelqu'un qui est aussi attentif à la périodisation, à l'historicisation, au calage des dates, au fait d'adosser des analyses à quelque chose comme un repérage des conditions historiques, etc., etc., elle étire le discours de Foucault du côté du XVIIIe. Cette référence, c'est celle qui est faite à Rousseau. Et ce que l'on va essayer, dans un premier temps de ce cours, d'interroger, c'est le type de périodisation que Foucault est en train de construire et la possibilité de discuter cette périodisation ou pas. Alors, vous reprenez la dernière photocopie du jeu de la fois dernière, celui que je vous avais distribué en septembre, c'est-à-dire la page 642, c'est numéroté en bas, des photocopies dédiées et écrites. Vous vous souvenez que Foucault avait terminé par ce passage en bas de la page 641. Je retrouve ma page. Voilà. Qui insistait sur la continuité ascendante et continuité descendante. Père de famille, gestion de l'État, continuité absolue entre les deux pôles des variations possibles de l'art du gouvernement. Alors voilà ce qui suit. C'est le premier alinéa du texte de la page 642. L'introduction de l'économie. Je vous rappelle que économie, c'est oikos, c'est-à-dire le gouvernement de la maisonnée. L'introduction de l'économie à l'intérieur de l'exercice politique, c'est cela, je crois, qui sera l'enjeu essentiel du gouvernement. Donc on a une nouvelle définition, je me décroche du texte, on a une nouvelle définition de ce que c'est que le gouvernement. Ça n'est pas seulement infléchir des conduites, ça c'était la première définition qu'on avait trouvée, ça n'est pas seulement gérer ou administrer des biens et des personnes. Ici, on a une troisième idée qui est gouverner, c'est étendre un certain nombre de pratiques de l'économique au politique, c'est-à-dire de l'espace de la maisonnée jusqu'à la pratique d'administration et de gestion des États. Ça indique un espace de pratiques qui elles-mêmes sont des actions sur l'action des hommes, etc., etc. Donc, introduire l'économie à l'intérieur de l'exercice politique, c'est cela, je crois, qui sera l'enjeu essentiel du gouvernement. Cela l'est déjà au XVIe siècle, ça c'est ce qu'il nous a montré, avec les deux références qu'il a prises, une XVIe et une XVIIe, et il ajoute, et le sera encore au XVIIIe siècle. Dans l'article « Économie politique » de Jean-Jacques Rousseau, on voit bien comment Rousseau pose le problème dans ces mêmes termes, disant schématiquement « Le mot économie désigne originairement le sage gouvernement de la maison pour le bien commun de toute la famille. » Il y a des guillemets, vous le voyez, là c'est une citation du texte de Rousseau. Le problème, dit Rousseau, est comment ce sage gouvernement de la famille pourra-t-il, mutatis mutandis, et avec les discontinuités que l'on remarquera, être introduit à l'intérieur de la gestion générale de l'État. Gouverner un État sera donc mettre en œuvre
l'économie, une économie au niveau de l'État tout entier, c'est-à-dire avoir à l'égard des habitants des richesses, vous vous souvenez, c'est les personnes et les richesses, hein, c'est les biens et les personnes, des habitants, des richesses, de la conduite de tous et de chacun, une forme de surveillance, de contrôle non moins attentive que celle du père de famille sur la maisonnée et ses biens. Alors, première chose, avant de regarder le texte de Rousseau que je vous ai amené, et vous allez voir que c'est assez étonnant de voir ce que Foucault en dit et ce que Rousseau lui-même dit, vous allez voir que ça ne correspond pas tout à fait. La première question qu'on avait envisagée à plusieurs reprises et à laquelle vous aviez, et j'avais aussi partiellement répondu, c'était de savoir si cette périodisation qu'il trace, il le dit lui-même, 16e, moitié du 16e, « 18e tient le coup », on va s'occuper du 18e, c'est Rousseau, je vous l'ai annoncé, on vient de lire le texte, mais pour commencer et pour faire les choses dans l'ordre, est-ce que réellement ça émerge là, à la moitié du 16e, et je vous avais dit, c'est compliqué, c'est probablement plus compliqué que Foucault ne fait semblant de le croire, en tout cas au moment où il rédige le cours, c'est-à-dire avant, et je le signale, avant, on est en 78, avant qu'il ne commence à s'intéresser à la pensée antique, qui sera le tournant des années 80, là on est encore plein dans ces explorations de la modernité occidentale, il n'a pas encore travaillé sur les textes grecs et latins, parce que dans l'Antiquité précisément, ce genre de continuité dont il dit ça émerge au moment de la modernité, ce genre de continuité entre l'espace domestique et l'espace politique, ça existe. Il y a des tas de textes pour le faire. On avait parlé ensemble très rapidement, parce que c'est une référence que Foucault prendra précisément dans un cours du début des années 80 au Collège de France sur l'herméneutique, puis dans les derniers volumes de l'histoire de la sexualité, qui est la référence à l'Alcibiade de Platon. Dont je vous avais rappelé très rapidement la ligne structurante, à savoir Alcibiade qui demande à Platon comment est-ce qu'on fait pour devenir Périclès, et comment est-ce qu'on fait pour savoir le juste et l'injuste, comment est-ce qu'on fait pour savoir pour prendre les bonnes décisions, comment est-ce qu'on fait pour savoir si une guerre doit être déclarée ou pas, etc., etc. Et Platon répond à Alcibiade, apprends par te connaître toi-même. Commence par te connaître toi-même, pardon. Et ce commence par te connaître toi-même est intéressant parce que ça veut dire le jour où tu sauras te gouverner toi-même, alors peut-être pourras-tu envisager la possibilité d'être un bon gouverneur de la police, de la cité. Alors on est sur deux termes, il n'y a pas la maisonnée, mais il y a le soi, la dimension morale, qui est la dimension de la connaissance, et puis la dimension politique, première référence possible. Mais il y a des références où les deux termes tels que Foucault les définit dans ce texte, c'est-à-dire la maisonnée, l'économie et la politique, la cité ou l'État, sont envisagés en continuité. Alors celui que je vous ai amené, c'est le texte de Xénophon tiré du traité que vous trouvez sous le double nom de l'économie, mais vous le trouvez aussi sous le nom économique, ça dépend au singulier des traductions, ça traduit economikos en grec, qui est un texte du IVe siècle avant Jésus-Christ, 362, et qui est un texte intéressant parce que il envisage pour la première fois dans la littérature, dans les traités grecs, la capacité que les hommes ont à infléchir, c'est-à-dire agir, peser, la capacité que les hommes ont à infléchir leur propre milieu, c'est-à-dire à définir un domaine d'activité spécifiquement humain, indépendamment de l'influence des dieux. Bien entendu, il faut au préalable avoir correctement honoré les dieux pour que ceux-ci ne se fâchent pas. Mais ça désigne malgré tout un domaine de latitude et de pratique spécifiquement humain. Et ce domaine de latitude spécifiquement humain, c'est précisément l'administration et la bonne gestion et la bonne administration des choses. Alors voilà ce que dit
le texte. Le texte de Xénophon est construit sur un modèle de dialogue socratique. Il met en scène Socrate et un interlocuteur qui, dans ce cas-là, est Critobule. Et c'est le tout début du dialogue. Chapitre 1er. Principe de l'économie. C'est l'art de gouverner sa maison, vous voyez, oikos, ou celle d'un autre. Alors déjà, dans le décalage, sa maison ou celle d'un autre, on va y revenir, la chose est intéressante. Mais cette science ne suffit pas pour faire un bon père de famille. Il faut encore être libre des mauvaises passions. Ça, c'est le chapeau introductif. J'ai entendu un jour Socrate s'entretenir ainsi sur l'économie. Dis-moi, Critobule, l'économie a-t-elle un nom de science comme la médecine, la métallurgie et l'architecture? Je le crois, dit Critobule. Oui, mais de même que nous ne pouvons déterminer l'objet de chacun de ces arts, pouvons-nous dire aussi ce que l'économie, que nous pouvons déterminer l'objet de chacun de ces arts, pouvons-nous dire aussi ce que l'économie a pour objet? Je crois, dit Critobule, qu'il est d'un bon économe de bien gouverner sa maison. Et la maison d'un autre, dit Socrate, si l'on en chargeait, ne pourrait-il pas, en le voulant, la gouverner aussi bien que la sienne? Celui qui sait l'architecture peut aussi bien travailler pour un autre que pour lui. Il en est de même pour l'économie. Je le crois, Socrate. Ainsi, reprit Socrate, celui qui, connaissant la science économique, se trouverait sans bien, pourrait, comme gouverneur de maison, ainsi que le faiseur de maison, recevoir un salaire? Oui, par Jupiter, dit Critobule, et même un salaire plus considérable s'il pouvait, en administrant la maison, remplir tous ses devoirs et en augmenter la prospérité. Une maison, oikos, objet de l'économie, une maison, qu'est-ce donc, selon nous? Est-ce la même chose qu'une habitation, ou bien tout ce qu'on possède en dehors de l'habitation fait-il partie de la maison? Je le crois, dit Critobule, et quand même on n'aurait aucun bien dans la ville où l'on réside, tout ce qu'on possède fait partie de la maison. Alors, le texte est à la fois incroyablement simple et incroyablement riche parce qu'il dit plusieurs choses. Et vous voyez qu'on n'est pas au XVIe siècle. On est 20 siècles avant. Donc, on rétrodate en réalité ce point d'émergence que Foucault croit lire dans la pensée moderne. La première chose essentielle, c'est l'interrogation pour la première fois, et ce n'est pas une interrogation simple, sur ce que c'est que l'objet de l'économie. Et si je vous le signale, c'est que dans la deuxième partie de ce cours, dans la partie consacrée au dispositif de gouvernement contemporain et au néolibéralisme, on va être aussi amené à se poser la même question, à savoir quel est l'objet de l'économie aujourd'hui. Et vous verrez que la réponse n'est pas si simple que ça, première chose. Ici, l'objet de l'économie, c'est la gestion de la maison, ce qui veut dire deux choses. Ça indique une pratique, une gestion, et ça implique un périmètre, la maisonnée. Très significativement, la pratique semble être le point fixe sur lequel ce passage de Xénophon repose. Il est entendu que l'économie est une pratique de gestion ou d'administration. Et ça, c'est un point ferme. C'est une chose qu'on peut conserver comme une sorte de point de repère. De fait, c'est ce qui va aussi fonctionner comme boussole, comme point de repère chez Foucault, à travers toutes les périodes qu'il envisage. Gouverner, c'est gérer, administrer, ça s'appelle une pratique économique. En revanche, la question est celle du périmètre. Et toute l'interrogation du dialogue porte sur le périmètre qu'il faut donner à cette pratique de gestion. Quel est le périmètre de la maison? Oikos. C'est ma maison, mais c'est aussi la maison d'un autre, et c'est aussi la maison d'un autre moyennant salaire, dit le texte. C'est-à-dire que cela peut devenir une profession. Premier point. Deuxième chose, gouverner, administrer, gérer, qui porte sur des biens et des personnes, peut éventuellement se faire à distance, sur des objets ou des espaces ou des personnes lointains. Le dehors de l'habitation stricto sensu est aussi concerné par la pratique de la gestion économique. Quand on entend maisonnée, on entend aussi champs alentour,
animaux, bâtis, esclaves, y compris extraordinairement distants. Donc on n'est pas forcément dans un rapport de proximité. Si ça peut donner une activité professionnalisante, si ça peut être fait pour le compte d'un tiers et pas pour sa propre maisonnée, et si ça inclut une distance géographique, alors l'échelle de cette pratique économique peut être extraordinairement élargie et on comprend tout à fait comment est-ce que de sa propre maisonnée, on peut passer par extension au gouvernement de la cité. Vous voyez comment ça fonctionne? Là, on est dans un registre de continuité explicite dans le texte. Alors, c'était la première référence. Ce n'est pas la seule référence antique, il y en a plein. Il y en a une autre que je voulais vous citer, je ne vous ai pas amené le texte, mais vous pouvez aller regarder si vous voulez, on trouve ça y compris en ligne, et qui est le traité d'Aristote des économiques. Alors là, pour le coup, c'est au pluriel. L'économique de Xénophon, c'est au singulier. Les économiques d'Aristote, o Economica, qui est un texte intéressant parce que il n'est pas très distant du point de vue de la chronologie, mais il a une lecture, le texte d'Aristote, plutôt discontinuiste. Ce qui veut dire qu'il y a un débat dans l'Antiquité. Et cette lecture discontinuiste, elle continue, je vous donne tout de suite la parole, elle consiste à poser malgré tout une distinction relative entre ce qu'Aristote va qualifier d'économie domestique et ce qu'il va qualifier d'activité politique. Parce que l'économie domestique et la politique n'ont pas, dit Aristote, le même objet. Les économiques d'Aristote sont composées de 3 livres. Et le livre qui m'intéresse pour cette distinction entre économie domestique et gestion politique, c'est le livre 1 des économiques. Ouais. Chez Aristote, on peut aussi citer le livre 1 des politiques comme indiquant plutôt la continuité entre les différents modes de gestion, puisqu'il y a un isomorphisme en gros entre l'âme de l'animal, le père et la maison, et puis le souverain et le corps politique. Absolument. À chaque fois, le rapport forme-matière est Oui, tout à fait. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que, encore une fois, on est dans un moment de la pensée grecque relativement ramassé. Ça veut dire qu'il y a une réelle interrogation sur les formes de continuité ou pas du statut. Alors, à l'époque, ce qu'on interroge essentiellement, c'est le statut de l'activité politique, et beaucoup moins le statut de l'activité économique. Ce qui est intéressant, c'est que ça va ressurgir. Alors, c'est vrai que ça ressurgit, et que ça ressurgit au XVIe siècle. Foucault dit que ça émerge. Ce n'est pas une émergence, c'est un ressurgissement. C'est un ressurgissement dont j'ai supposé longtemps, et puis j'ai fini par trouver un principe d'explication, un début d'explication, que c'était lié au fait que le XVIe, c'est quand même un siècle où on relit les textes, on redécouvre et on relit et on retraduit les textes du grec et du latin, ce qui occasionne une reprise et une inspiration très, très évidente. Dans le cas de Xénophon, par exemple, le texte est retraduit entièrement, non pardon, il est traduit, il n'avait jamais été traduit entièrement, il est traduit entièrement en 1571 par Étienne de la Boétie. C'est pas rien non plus, que la Boétie retraduit ce texte, sous le titre, c'est assez étonnant, la ménagerie, avec un S, parce que c'est la manière d'écrire de l'époque, la ménagerie, ce qui pour nous, sans S, la ménagerie indiquerait l'endroit où on conserve où on gère les animaux, la ménagerie, mais la ménagerie, c'est l'art de gouverner le ménage. Oikos, économie, autre manière de traduire l'activité de gestion de la maisonnée. Donc il est évident que ces thématiques sont très denses et relativement basculées sur une interrogation sur la nature ou la spécificité de l'activité de la gestion politique, texte ancien, et que quand ils sont repris à partir du XVIe et encore plus a fortiori à partir du XVIIe, et là Foucault a raison, il y a une vraie spécificité, l'interrogation n'est plus seulement sur la nature de l'activité politique, mais en retour aussi sur ce que c'est que gouverner un individu, soi-même, ou la maison, en rétablissant l'équilibre des questionnements. Alors, ça, c'est sur le début de la périodisation foucaldienne, et on voit qu'on peut la discuter. Maintenant, on repasse
à l'autre côté. Quand on dit on peut même aller jusqu'au 18e, Rousseau, blablabla, etc., etc. Alors prenons le texte de Rousseau. Le texte de Rousseau, c'est un article de l'encyclopédie de 1755, mais qui a été publié séparément 3 ans plus tard, sous forme d'un opuscule, discours sur l'économie politique, donc indépendamment de l'ensemble que composait l'encyclopédie. Et la chose qui est intéressante, c'est que la première chose que dit Rousseau, c'est de quoi on parle, et vous allez voir ce qu'il dit. Économie ou économie, oikonomia, parenthèse, morale et politique. Alors on se dit, chouette, morale c'est le gouvernement de soi, et politique ça va être la cité. Et il précise, ce mot vient du... Alors je suis désolée, j'avais pas de caractère grec sur mon traitement de texte quand j'ai tapé le texte. Donc oikos, maison, et du mot nomos, loi en grec, et ne signifie originairement que le sage et légitime gouvernement de la maison pour le bien commun de toute la famille. Le sens de ce terme a été dans la suite étendu au gouvernement de la grande famille qui est l'État. Jusque-là, on se dit, Foucault a raison, continuité absolue. Et il ajoute, pour distinguer ces deux acceptions, on l'appelle dans le dernier cas économie générale ou politique, ça c'est l'État, et dans l'autre cas économie domestique ou particulière. Ce n'est que de la première qu'il est question dans cet article sur l'économie domestique, vous voyez, père de famille, qui est un article de l'encyclopédie que je vous recommande parce qu'il est passionnant. C'est l'autre côté. Père de famille, c'est comment est-ce qu'on gère sa maisonnée. C'est l'autorité du père sur... Alors en réalité, il va parler du père de famille, malgré tout, aussi dans ce texte. Et il ajoute, quand il y aurait entre l'État et la famille autant de rapports... Je suis désolée, je m'arrête, j'ai oublié de relever le texte de Xénophon et d'ouvrir le texte de Rousseau pour les étudiants à distance. Quand il y aurait entre l'État et la famille autant de rapports que plusieurs auteurs le prétendent, il ne s'ensuivrait pas pour cela que les règles de conduite propres à l'une de ces deux sociétés fussent convenables à l'autre. Elles diffèrent trop en grandeur pour pouvoir être administrées de la même manière, et il y aura toujours une extrême différence entre le gouvernement domestique, où le père peut tout voir par lui-même, et le gouvernement civil, où le chef ne voit presque rien que par les yeux d'autrui. Pour que les choses devinssent égales à cet égard, il faudrait que les talents, la force et toutes les facultés du père augmentassent en raison de la grandeur de la famille, et que l'âme d'un puissant monarque fût à celle d'un homme ordinaire, comme l'étendue de son empire est à l'héritage d'un particulier. Premier paragraphe. On lit ce premier paragraphe et on se dit, bon, la distinction que Rousseau pose entre économie domestique et économie politique est essentiellement une distinction d'échelle, puisqu'il insiste sur la disproportion qui existe entre les deux périmètres de gestion ou d'administration. Elles diffèrent trop en grandeur. Ces deux sociétés, je vous rappelle qu'il y a du social là où il y a de la relation. Une famille est une forme de relation, l'État est une forme de relation plus complexe. Et c'est cette, je cite Rousseau, extrême différence dans la grandeur qui justifie la distinction des deux choses. Jusque-là, on est encore dans la continuité. Différence d'échelle, on est encore dans la continuité. Ce qui m'intéresse davantage, parce que c'est plus compliqué, c'est la suite. Mais comment le gouvernement de l'État pourrait-il être semblable à celui de la famille dont le fondement est si différent ? Et là, on n'est plus du tout dans une histoire d'échelle. La famille, c'est petit, l'État, c'est grand. Pour surveiller sa famille, un père de famille a besoin de ses yeux. Pour surveiller l'État, un monarque a besoin de toute une série de corps intermédiaires et d'agents de l'État pour pouvoir avoir prise sur le territoire qui était immense, etc., etc. Là, c'est plus une histoire d'échelle, c'est une histoire de fondement. Et le critère qui va servir à distinguer le fondement
de l'administration paternelle dans la famille, on est dans un système patriarcal très évident ici, et le fondement de l'autorité du monarque pour l'État, le critère qui va servir à distinguer les deux formes, vous allez me le dire vous-même, et il va m'intéresser parce que c'est précisément un élément qu'on va voir mobiliser quand on va parler de biopolitique. Le père étant physiquement plus fort que ses enfants, aussi longtemps que son secours leur est nécessaire, le pouvoir paternel passe avec raison pour être établi par nature. Dans la grande famille dont tous les membres sont naturellement égaux, l'autorité politique purement arbitraire quant à son institution ne peut être fondée que sur les conventions, ni le magistrat commandé aux autres qu'en vertu des lois. Les devoirs du père lui sont dictés par des sentiments naturels et d'un ton qui lui permet rarement de désobéir. Les chefs n'ont point de semblables règles et ne sont réellement tenus envers le peuple qu'à ce qu'ils lui ont promis de faire et dont il est en droit d'exiger l'exécution. Dans les deux cas, l'élément de distinction, le critère de distinction, c'est la constitution d'un couple d'opposés, nature, convention. L'autorité, le fondement de l'autorité paternelle, c'est-à-dire le fondement même du gouvernement de l'oikos, l'économie domestique, ce fondement est naturel. Ce sont des sentiments naturels, c'est une autorité naturelle, c'est une force naturelle, etc., etc. Du côté de cette autre société qui n'est pas seulement plus grande et plus étendue, mais qui est différente, ontologiquement différente, du côté de l'État, on est du côté de la convention, de l'arbitraire et des lois, et pas du tout du côté de la revendication de la naturalité. Et ces deux domaines sont, dit Rousseau, totalement distincts. Ça ne veut pas dire qu'ils ne puissent pas être complémentaires, mais ils doivent être distingués. Je continue le texte. Une autre différence plus importante encore, c'est que les enfants n'ayant rien que ce qu'ils reçoivent du père, il est évident que tous les droits de propriété lui appartiennent ou émanent de lui. C'est tout le contraire dans la grande famille, l'État, où l'administration générale n'est établie que pour assurer la propriété particulière qui lui est antérieure. Le principal objet des travaux de toute la maison est de conserver et d'accroître le patrimoine du père afin qu'il puisse un jour le partager entre ses enfants sans les appauvrir. Au lieu que la richesse du fisc n'est qu'un moyen, souvent fort mal entendu, pour maintenir les particuliers dans la paix et dans l'abondance. En un mot, la petite famille est destinée à s'éteindre et à se résoudre un jour en plusieurs autres familles semblables, mais la grande, l'État, étant faite pour durer toujours dans le même état, il faut que la première s'augmente pour se multiplier. Et non seulement il suffit que l'autre se conserve, mais on peut prouver aisément que toute augmentation lui est plus préjudiciable qu'utile. Alors, la dernière partie du texte est une partie complexe parce qu'elle introduit un élément qui finalement pour nous est assez logique quand on parle d'économie, mais c'est la première fois qu'on le voit ici mobilisé, et c'est l'argument de la richesse. Augmenter la richesse. Augmenter la richesse, c'est le but de la gestion du patrimoine familial, les biens, parce que nécessairement, de génération en génération, ces biens de la famille vont être, par le jeu des héritages et de la redistribution, divisés. Si vous n'augmentez pas votre richesse, et si vous avez plusieurs enfants, votre patrimoine sera divisé en le nombre d'enfants que vous avez, et eux-mêmes diviseront ce qu'ils ont reçu en le nombre d'enfants qu'ils auront à leur tour, etc., etc. Donc, ou vous augmentez la richesse, ou alors votre patrimoine d'origine se trouve dilapidé. Ça, c'est le cas familial. Donc, finalité de la gestion économique au sens domestique, l'augmentation de la richesse en vue de la transmission. Du côté de l'État, on n'est pas dans une logique, dit Rousseau, qui voudrait que l'on augmente la richesse pour la diviser, parce que le processus est inverse. Il ne s'agit pas de partager la richesse de génération en génération,
Il s'agit de maintenir dans le même état d'abondance, ce qui n'est pas du tout la même perspective. Maintenir les particuliers dans la paix et l'abondance. Alors là aussi, on y reviendra, je vous le signale, parce que le thème de la richesse va revenir aussi avec les analyses biopolitiques. Donc, chez Rousseau, ce qui m'intéresse, et ce que Foucault, très étrangement, dans le texte qu'on vient de lire ensemble, fait semblant de ne pas voir, ou choisit de ne pas voir, ce qui est souvent le cas de Foucault quand il lit des auteurs, il donne sa lecture au détriment de ce que les auteurs racontent, ce qui va très bien. Je veux dire que c'est aussi une manière c'est un type de rapport au texte que je ne vous recommande pas à l'université, mais c'est plus facile à faire au Collège de France, je veux dire. Donc, tenez-vous-en à l'histoire de la philosophie. Cela dit, c'est une lecture instrumentale d'un texte pour essayer de coller à des choses qu'il essaie de montrer. Et ça n'est pas le seul endroit où on voit un effet de distorsion de cet ordre. Ce qui m'intéresse, c'est donc ce que Foucault choisit de ne pas voir, et ce qu'il choisit de ne pas voir, c'est que la naturalité, à partir d'une réflexion qui n'existe pas que chez Rousseau, mais qu'on voit particulièrement bien chez Rousseau, donc milieu du XVIIIe, la naturalité est exclue du champ strictement politique. Elle ne peut pas fonctionner, elle ne doit pas fonctionner comme fondement ou comme légitimité de la pratique de gouvernement, ni même sans doute être elle-même, cette naturalité, un objet de gouvernement, sauf peut-être, mais là on sort du domaine de la politique au sens strict, si elle devient cette naturalité des hommes et des femmes qui existent, les attitudes, les aptitudes, les sentiments, sauf si elle devient objet d'un type de gouvernement bien spécifique, et ce type de gouvernement bien spécifique, mais fort différent encore une fois du gouvernement politique, c'est l'éducation. Et là, vous avez cet autre immense livre de Rousseau, que vous ne lisez pas assez, qu'on ne lit pas assez en général, mais que les étudiants regardent peu en pensant que ce n'est pas très intéressant, etc., alors que c'est absolument passionnant du point de vue de la philosophie politique. C'est le complément, mais c'est un complément sans point de... C'est un complément au sens où ça complète, mais sans point de jonction immédiat, précisément à cause de ce critère de la naturalité. Ce grand livre, c'est l'Émile. L'Émile est un livre consacré de l'éducation, à la manière dont on peut incider, peser, jouer sur, c'est-à-dire gouverner, un matériau littéralement naturel, et ce matériau littéralement naturel, c'est l'enfant. Et il est évident que la dimension complémentaire entre le travail de l'éducation et par la suite le travail de l'organisation conventionnelle, arbitraire et juridique du contrat, comment organiser l'État, que ces deux dimensions sont complémentaires, mais elles sont distinctes. Ce n'est pas parce que le petit Émile sera bien élevé qu'il deviendra nécessairement le futur citoyen de Genève, même si la continuité n'est pas aussi garantie que ça, même si c'est une condition favorable. Donc, gardez dans un coin de votre tête cette exclusion de la naturalité qui marque au tournant du XVIIIe siècle quelque chose comme une autonomisation du politique. Pas d'approche conventionnelle du politique, pas d'approche arbitraire et juridique du politique, si l'on n'exclut pas du champ du politique la référence à la naturalité. Et quand je dis arbitraire, enfin c'est Rousseau qui le dit, c'est pas moi,
le terme a son importance. Arbitraire, ça ne veut pas dire n'importe quoi. Arbitraire, ça veut dire que les choses peuvent être autrement. Elles sont de l'ordre du non nécessaire. Et bien sûr, dans cette recherche du non, dans cette exploration du non nécessaire, on va chercher la meilleure solution possible. Comment faire en sorte que l'homme, obéissant aux lois, n'obéisse pourtant qu'à lui-même, début du contrat social. Bien sûr qu'on va chercher la meilleure solution possible. N'empêche que, il faut pour cela admettre que l'ordre social et politique n'est pas immuable, n'est pas donné de toute éternité, et qu'il n'est pas soutenu par... Alors, c'est la naturalité dans le texte de Rousseau, mais on pourrait très bien dire aussi dans une transcendance. Les ordres ne sont pas immuables. Les hommes peuvent réformer les ordres. Et comment est-ce qu'on peut expliquer alors le moment où la politique la s'autonomise de la naturalité, et en même temps, à la même période, fin 18e, c'est le moment où l'économie va trouver son autonomie par rapport aux politiques, et justement, en quête de naturalité, ça va être le moment où on va parler des lois de la nature, l'harmonie naturelle des intérêts en économie. Alors, il y a deux moments à ça, et ça va être le cours de la fois prochaine. Il y a tout le moment, tout le débat entre physiocrates, donc la justice, la nature, d'un côté, et les mercantilistes de l'autre. Il y a un premier moment dont Foucault va parler, dont on va parler la prochaine fois. Et puis il y a le retour en force de l'idée de la naturalité, qui s'effectue sur un régime qui n'est pas celui de la physiocratie, plus tardivement, et qui est accroché à autre chose, et à un élément qui n'existe pas dans ce débat entre physiocrates et mercantilistes, et qui va être une naturalité qui va concerner une chose dont personne n'avait jamais eu de soin particulier, et c'est la question du corps des hommes et des femmes. Parce que finalement, alors j'anticipe et je m'excuse de l'imprécision, et on va voir des textes de Quesnay, on va voir des textes de... ce qui est intéressant chez les physiocrates, c'est que le modèle naturel vaut à deux niveaux, je le dis de manière extrêmement résumée, et je m'excuse par avance pour la chose. Il vaut dans le privilège de l'agriculture comme modèle d'accumulation de la richesse, premier niveau, et il vaut aussi dans les modèles naturels, et en particulier les modèles empruntés à l'analyse de la circulation sanguine, pour analyser la circulation des marchandises. Donc on a deux plans, si vous voulez. Mais on est sur marchandises, et on est sur source de la richesse, la terre. On n'est pas du tout sur une naturalité référée à l'autre type d'objet qu'on peut envisager quand on gouverne, les biens et les personnes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, à la suite de Foucault, c'est pas moi qui le fais, c'est lui qui le fait, et je trouve que c'est pertinent, la manière dont la naturalité, la référence à la naturalité a été réintroduite. Alors Foucault le date, là aussi on peut discuter, on ne peut pas être d'accord tout à fait, mais en gros, dans le tournant du XVIIIe au XIXe siècle, comment est-ce qu'on réintroduit la naturalité pour la référer non pas seulement à la circulation des marchandises ou à cette origine naturelle de la richesse qui serait la terre, et qu'il faudrait privilégier par rapport à des formes industrielles naissantes, pré-industrielles naissantes, mais qui serait une naturalité référée aux individus, référée aux populations, et là on est sur d'autres types d'objets, et puis référée à une chose qu'on a finalement très peu interrogée avant, parce qu'on ne le posait pas en ces termes-là, et cette naturalité, c'est celle du marché. Et on va voir se mettre en place naturalité de l'individu, naturalité des populations, naturalité des lois du marché, dans des termes qui sont différents par rapport à ceux de la fin du XVIIIe siècle. Je vous le dis un peu de manière résumée, mais je pense que ça va être intéressant. Ça répond à votre question ? Ou pas ? Ça va ? Alors, je m'arrête là parce qu'on va le faire quand on va faire la biopolitique. Il nous manque un chaînon entre maintenant et l'arrivée. Vous voyez qu'on prend notre temps, mais parce que comme ça on reconstitue entièrement la chaîne et ça va nous faciliter la chose pour 20e et 21e siècle par la suite. Il nous manque un chaînon, et ce chaînon, c'est, vous vous souvenez, le deuxième niveau d'analyse de Foucault. J'avais annoncé 2 points de bascule, 2 dimensions où ça basculait. La première, c'est encore une fois ce dans quoi on était jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'émergence de ce qu'il appelle les arts de gouverner, Machiavel contre l'anti-Machiavel, etc., dont on a déroulé le fil jusqu'à Rousseau.
Et puis il y a un deuxième point de basculement, et ce deuxième niveau d'analyse ou point de basculement, c'est non plus l'émergence d'un art de gouverner, mais quelque chose comme une généalogie interne à cette histoire, et qui va se dérouler dorénavant sous la forme d'une, en tout cas c'est ce que Foucault va essayer de mettre en place à partir de ce moment-là, sous la forme d'une histoire des pratiques et des objets de gouvernement. Une fois qu'on est rentré dans les arts de gouverner, est-ce qu'on peut faire une histoire, une fois qu'on est du côté anti-machiavélien, dans les termes de Foucault bien entendu, est-ce qu'on peut faire une histoire des pratiques et des objets de gouvernement? C'est-à-dire aussi, en amont de cette histoire des pratiques et des objets de gouvernement, une histoire des rationalités de gouvernement. En supposant que derrière les pratiques, dans leur dispersion, leurs différences, leurs spécificités, leurs échelles extraordinairement différentes, encore une fois, vous vous souvenez, la liste très longue, les magistrats, les pères de famille, les prêtres, les enseignants, les monarques, les princes, etc., etc., etc. Tous ces gens-là gouvernent, c'est-à-dire administrent, gèrent des biens et ou des personnes. Donc, indépendamment de ces échelles-là, cela veut dire, et de ces distinctions-là, cela veut dire supposer derrière les pratiques et les objets de gouvernement quelque chose comme un système rationnel. Je n'ai pas dit la rationalité, je n'ai pas dit la raison, mais quelque chose que l'on peut identifier comme une rationalité correspondant à une époque donnée. Et le premier exemple que Foucault va donner de cela, premier épisode, si vous voulez, de cette généalogie des rationalités de gouvernement, la première enquête liée à ce projet-là, c'est ce que vous pouvez lire dans Surveiller et punir en 1975. C'est-à-dire 2 ans et demi, 3 ans, avant Sécurité, Territoire, Population, et 3 ans et demi, 4 ans avant naissance de la biopolitique. Alors, en réalité, on n'est pas sur des années, c'est pas parce que Surveiller et punir est 75 que c'est fondamental. Je vous montrerai par la suite, par exemple, qu'à partir de 73, dès 73, et dans une série de conférences faites au Brésil, dont je vous apporterai des petits morceaux, mais qui sont des conférences compliquées parce qu'elles croisent en permanence 2 registres d'analyse, ce dont on parle, les arts de gouverner d'un côté, et puis une lecture de l'Oedipe de Sophocle par ailleurs, croisée en permanence. Donc dans une série de conférences au Brésil qui datent de 73-74 et que vous trouvez dans les dits écrits sous le titre La vérité et les formes juridiques, qui est un texte fondamental, on a déjà des formulations qui sont analogues à celles de Surveiller et punir 2 ans plus tard. Alors, cet épisode de Surveiller et punir, naissance de la prison, sous-titre, naissance de la prison. C'est bien plus qu'une généalogie de la prison ou une généalogie de la pénalité, entendue comme science. C'est aussi une histoire de la prison et une histoire de la pénalité. Mais ça n'est pas que cela. J'ouvre une parenthèse immédiate. Il est confirmé, et je vous donnerai les dates probablement soit la prochaine fois, soit la fois suivante, si j'ai le calendrier total, qu'à partir du 29 novembre, me semble-t-il, et jusqu'en avril ou en mai, je ne me souviens plus, donc pour 6 séances ou 7 séances, nous ferons à Nanterre, au bâtiment W, bâtiment de la recherche, Max Weber, en salle 2, derrière le grand amphi, il y a 2 petites salles, enfin 2 petites salles, 2 grandes salles, plus grandes que celle-ci, 2 grandes salles, un séminaire conjoint avec Guillaume Leblanc, professeur à Créteil, spécialiste de Foucault lui aussi, sur Surveiller et punir comme texte, donc, dans son jus est référé à la période qu'il traite, c'est-à-dire 18e tournant 19e,
et sur la postérité de surveiller et punir, c'est-à-dire l'actualisation possible des thèses de surveiller et punir en faisant venir des gens qui viendront parler du contrôle social, de la surveillance, des prisons, etc. aujourd'hui. Le tout étant probablement, alors je vous dis probablement et je croise les doigts parce que j'ai eu une demi-confirmation hier, mais pas une confirmation totale, le tout étant interrompu, mais de manière assez jolie, les 4 et 11 avril, alors je vous aurais pu en cours, mais je mettrai des affiches partout, par une conférence de Judith Butler à Créteil, puis un après-midi avec Butler ici à Nanterre de discussion sur son dernier livre qui s'appelle Rassemblement et qui est sur les formes d'agrégation politique. Elle viendra faire une double intervention, plutôt une conférence à Créteil et plutôt un dialogue ouvert, discussion, débat ici à Nanterre. Je vous en reparlerai. J'ouvre une parenthèse dans la parenthèse et si vous voulez après on fait une pause. Nous avons créé, parce qu'il est extrêmement difficile d'avoir toute l'information de ce qui se fait en philosophie à Nanterre, qu'on est prisonnier d'abord de la complexité des calendriers, des cours, etc., et parce qu'on a une double, voire une triple source d'information, puisqu'il y a l'IREF, premier laboratoire qui est plus histoire de la philo, Sophia Paul qui est plus philosophie politique et sociologie politique, et puis le AR qui est le département d'esthétique, le laboratoire d'esthétique, donc ça fait 3 champs qui produisent des événements, des conférences, des séminaires, etc. On a créé une page Facebook département de philosophie, qui centralise absolument tout, c'est-à-dire que tout ce qui passe comme programmation, calendrier, info, etc., hors renseignement sur les cours. Donc pas de renseignement sur le côté pédagogique. Les horaires, les profs absents, etc., c'est pas ça l'objet. L'objet, c'est toutes les occasions de discuter, de travailler ensemble, de se former et de faire de la recherche à Nanterre. Donc ça marche déjà bien, il y a plus de 150 inscrits, si mes souvenirs sont bons, en 2 jours. Donc abonnez-vous et vous aurez just in time l'info pour ce genre de choses. Typiquement, le séminaire Surveiller et punir va être essentiellement sur le 2e semestre, alors que je ne vous verrai plus, par exemple. Bref, je ferme la parenthèse, puis la deuxième parenthèse, et je reprends Surveiller et punir. Ça n'est pas seulement donc un texte sur la prison et sur la pénalité, c'est un texte sur la manière dont, à un moment donné, on a commencé à s'intéresser au corps. On a commencé à penser que gérer ou administrer des personnes, ça voulait dire un certain nombre d'opérations que l'on effectuait sur leur corps, qui s'inscrivaient toutes ces opérations à l'intérieur d'un choix qui était, sauf exception, et bien entendu il y a toujours des exceptions et elles peuvent être quantitativement nombreuses, mais ce n'est pas le problème, qui était globalement à l'intérieur d'un choix, qui s'inscrivait à l'intérieur d'un choix qui était globalement que les corps devaient être préservés, c'est-à-dire que les vies, dans la mesure du possible, devaient être garanties. Que l'élimination physique des individus, la suppression des vies, qui bien entendu existe encore et continuera à exister, c'est pas ça que j'essaie de dire, mais que le choix est plutôt de chercher à préserver des vies, parce que préserver des vies, ça rend possible un certain nombre d'actions sur les corps. Alors, la question, elle est double. Pourquoi est-ce que à un moment donné, c'est pas d'un coup, mais à un moment donné, on se met à vouloir préserver plutôt les vies, plutôt les préserver que les supprimer. Même si, encore une fois, des morts, il y en a, et ô combien. Et la deuxième question, elle est quel type d'opération on veut effectuer sur les corps et pourquoi. Je vous donne, puisque j'ai dit qu'on faisait une pause de 5 minutes, je vous donne une formule immédiatement postérieure à Surveiller et punir, qui apparaît à la fin du livre que je republie en 1976, donc un an plus tard, La volonté de savoir, à la toute fin de La volonté de savoir, dans le 5e chapitre du livre.
Foucault joue sur une formule, ou un retournement de formule, et là aussi je vous demande de l'enregistrer dans un coin de votre tête parce qu'on s'interrogera sur la validité de ce qu'il décrit aujourd'hui. Foucault dit, finalement, ce qui s'est passé au tournant du 18e, 19e, et ce qui marque véritablement l'entrée dans la modernité au sens le plus contemporain du terme, c'est qu'on est passé d'une rationalité où on faisait mourir et on laissait vivre. Le pouvoir s'exprimait par la possibilité de la mise à mort des hommes. Être puissant, ça voulait dire pouvoir mettre à mort. Et puis les autres, on les laissait vivre. Faire mourir et laisser vivre. Qui était la prérogative de la souveraineté. Faire mourir et laisser vivre. Exemple, le premier exemple qui ouvre sur les et punir, on en a déjà parlé ici, le supplice de Damien. On l'a vraiment fait mourir. Bien visiblement, en place publique, avec un temps long et dilaté, dans une dimension spectaculaire, il importait que les hommes comprennent que le souverain avait le pouvoir de vie et de mort sur les sujets. Mettre à mort est un acte de pouvoir. C'est l'acte de pouvoir par excellence. Et les autres y vivent. On les laisse vivre. Donc ça, c'était la modalité avant. Et puis, construction différentielle, toujours chez Foucault. Ça bascule, et ça bascule dans une formule qui est, et Foucault dit c'est encore la nôtre aujourd'hui, alors il faudra s'interroger sur le fait de savoir si c'est vrai encore aujourd'hui, en 2017, autant que ça l'était en 1976, quand il écrit à la fin de la volonté de savoir. On bascule dans faire vivre et laisser mourir. C'est-à-dire préserver les vies, et préserver les vies pour pouvoir faire un certain nombre de choses avec les corps. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire avec les corps et pourquoi est-ce que les corps des hommes et des femmes vont devenir un objet de gestion et d'administration politique? Dans quel but? Comment? Et en vertu de quel type de rationalité? La première formulation que Foucault va donner aux réponses à ces questions vont tourner autour d'une notion qu'on va voir juste après la pause. Et cette notion, c'est la notion de discipline, souvent utilisée au pluriel. La discipline, les disciplines, ou parfois simplement seulement la disciplinarisation, qui est un néologisme mais qui est efficace, le fait d'appliquer des disciplines. Et on va voir ce que c'est qu'une discipline. Et puis il y a une deuxième formulation qu'il va donner, qui ne va pas annuler celle-là, mais qui va la compléter et la décaler dans le temps. Et cette deuxième formulation, qui répondra aux mêmes questions. Pourquoi est-ce qu'on fait vivre et qu'on ne met plus à mort? Pourquoi est-ce que le problème c'est de laisser mourir certains, mais essentiellement de faire vivre tout le monde? Qu'est-ce qu'on fait au corps? À quoi ça sert les corps? En vertu de quelle rationalité? Qu'est-ce qu'on en obtient? Et cette deuxième réponse, c'est ce qu'il va appeler biopolitique. On fait une pause de 5 minutes? Alors, réinstallez-vous, on reprend sur des textes que je vous ai distribués, qui sont ces textes de Surveiller et Punir, 2 séries. Une première série, alors elles se suivent à une page près, mais elles ne portent pas exactement sur la même chose. Une première série qui va de la page 137, c'est le début du chapitre Les corps dociles, à la page 139. Et puis une deuxième série
qui va de la page, de la page 137 à la page 140, je dis de bêtises, puis une deuxième série qui va de la page 143, l'art des répartitions, à la page 151, c'est-à-dire la fin de cette partie. Ces textes sont intéressants parce qu'ils disent ou ils tentent de dire ou de faire l'hypothèse de ce qui s'est passé très concrètement dans toute une série de domaines qui sont apparemment hétérogènes entre eux et qui semblent obéir à une même transformation de rationalité. Je vous avais dit, et je viens de le reciter, le tout début de Surveiller et punir, qui est au moins aussi connu que le début des mots et les choses. Le début des mots et les choses, c'est l'analyse des Ménines de Velasquez. Le début de Surveiller et punir, c'est le supplice de Damien. Certains d'entre vous ont regardé et m'ont dit c'est effectivement un peu lourd, c'est vrai. C'est plutôt violent comme description de supplice. Ça dure 4 pages, et puis on tourne la page, et Foucault dit, et à peine un demi-siècle plus tard, voilà ce que ça donne, et on est dans un autre monde. Et cet autre monde, c'est un règlement de prison, de maison de redressement, au milieu du XIXe siècle. Et entre l'homme qu'on écartèle, réduit en poussière, après l'avoir cisaillé au tendon, qu'on lui avoir versé de la chaux, du plomb, etc., en place de greffe, en place publique, d'un côté, et ce règlement parfaitement rationnel, organisé et quasiment contemporain, qui institue quelque chose comme un ordre dans l'espace clos de la prison pour la vie des détenus, on a l'impression qu'on est passé de la barbarie à... Comment est-ce qu'il faut appeler ça? Du progrès? En tout cas, une rationalité différente. Foucault se défend bien entendu d'utiliser le mot progrès. Alors, la question, elle est que ça vaut pour les prisons, mais ça vaut pour des tas d'autres choses. Et dans Surveiller et punir, on peut bien entendu lire la ligne de la prison et de la pénalité, mais on peut lire aussi d'autres lignes. Par exemple, l'analyse parallèle de la transformation de l'armée. L'analyse parallèle de la transformation de l'école, l'analyse parallèle de la transformation des hôpitaux, l'analyse parallèle de la transformation de l'usine, etc., etc. Et ces analyses parallèles dessinent quelque chose comme un système de rationalité, une rationalité qui dit à sa manière la valeur nouvelle que les corps ont, ce que ça représente que ces corps, la valeur qu'on leur suppose, et du coup le type de gestion dont ils sont l'objet. Alors le tout début des corps dociles est consacré à, non pas la prison, mais l'armée, qui est un exemple intéressant, et voilà ce que dit Foucault, on va lire le tout début du texte. Voici la figure idéale du soldat telle qu'elle était décrite encore au début du XVIIe siècle. Alors vous le voyez arriver avec ses gros sabots, méthodologie différentialiste, comment ça se passait au XVIIe, et puis après il va vous dire comment ça se passe au XVIIIe, avec le point de bascule qu'il cherche à repérer avec le XVIIIe. On est toujours dans cette espèce de recherche de discontinuité ou de transformation des pratiques, des discours, des représentations qui le caractérisent. Donc voici la figure idéale du soldat telle qu'elle était décrite encore au début du XVIIe siècle. Le soldat, c'est d'abord quelqu'un, à l'époque, quelqu'un qui se reconnaît de loin. Il porte des signes, les signes naturels de sa vigueur et de son courage, les marques aussi de sa fierté. Son corps, c'est le blason de sa force et de sa vaillance. Et s'il est vrai qu'il doit apprendre peu à peu le métier des armes, essentiellement en se battant, des manœuvres comme la marche, des attitudes comme le port de tête, relèvent pour une bonne part d'une rhétorique corporale de l'honneur. Les signes, alors il cite un traité de 1636, la milice française, les signes pour reconnaître les plus idoines à ce métier sont les jambes vifs et éveillés, la tête droite, l'estomac élevé, les épaules larges, les bras longs, les doigts forts, le ventre petit, il ne faut pas que les gens aient du ventre pour pouvoir se battre, les cuisses grosses, les jambes grêles et les pieds secs, pour ce que l'homme d'une telle taille ne pourrait faillir d'être agile et fort. Parce qu'un homme fait comme ceci ne pourrait pas être autrement que agile et fort. Devenu piquier, c'est-à-dire possesseur d'une pique,
Le soldat devra en marchant prendre la cadence du pas pour avoir le plus de grâce et de gravité qu'il sera possible, car la pique est une arme honorable et qui mérite d'être portée avec un geste grave et audacieux. On est dans Game of Thrones. Non mais c'est vraiment, c'est intéressant, il faut utiliser les séries pour réfléchir, non pas pour... ça ne vaut pas un bon texte de philosophe, ou un texte de bon philosophe, mais c'est des objets de réflexion absolument extraordinaires. Vous avez, dans l'imagerie populaire, et elle existe encore aujourd'hui sur ce genre de production, qui par ailleurs pas extraordinairement bien faite, la reprise de stéréotypes qui sont à la fois des stéréotypes de l'honneur, on est en position... érigé, de la force physique, et c'est le mythe du bon ou du mauvais géant. C'est ça, le soldat. Les soldats, et en particulier le recrutement des mercenaires dans les armées royales, se fait sur le physique du rôle. Vous n'allez pas recruter Pierre-Louis. Ça ne marcherait pas, ça ne marcherait pas. Seconde moitié du XVIIIe. On a basculé. On est dans un dispositif différentiel, et j'y insiste parce que je trouve que c'est méthodologiquement intéressant du point de vue de la recherche, cette espèce de contraposition, d'opposition de périodes historiques et aussi de systèmes de pensée ou de systèmes de représentation. Seconde moitié du XVIIIe siècle, le soldat est devenu quelque chose qui se fabrique. D'une pâte informe, d'un corps inapte, on a fait la machine dont on a besoin. On a redressé peu à peu les postures, lentement. Une contrainte calculée parcourt chaque partie du corps, s'en rend maître, plie l'ensemble, le rend perpétuellement disponible et se prolonge en silence dans l'automatisme des habitudes. Bref, on a chassé le paysan et on lui a donné l'ère du soldat, ordonnance de 1764. On est un siècle plus tard. On habitue les recrues à porter la tête droite et haute, à se tenir droit sans courber le dos, à faire avancer le ventre, à saillir la poitrine, à rentrer le dos afin qu'ils en contractent l'habitude. On leur donnera cette position en les appuyant contre une muraille, de manière que les talons, le gras de la jambe, les épaules et la taille s'y touchent, ainsi que le dos des mains, en tournant les bras au dehors sans les éloigner du corps. On leur enseignera pareillement à ne jamais fixer les yeux à terre, mais à envisager hardiment ceux devant qui ils passent, à rester immobile en attendant le commandement, sans remuer la tête, les mains ni les pieds, enfin à marcher d'un pas ferme, le genou et le jarret tendu, la pointe basse et en dehors. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont fait de la danse classique, mais sur les points en dehors, les bras en dehors, les cuisses en dehors, etc., on a quelque chose comme une sorte d'éducation physique ou de nécessité physique inculquée par la force, et la force implique non pas le coup de bâton, mais le recommencement de l'exercice. Un corps, ça c'est comme une machine. Ceux d'entre vous qui ont fait éventuellement de la danse classique savent à quel point ça n'est pas naturel. Ça fait mal et c'est difficile. Et bien là, ce que Foucault met en scène, c'est d'un côté le corps d'un soldat qualifié de fort et d'honorable par ses propriétés naturelles. Il est gros, il est fort, il a les grosses cuisses et il fait peur. Il est né comme ça. Déjà tout petit, il était gros, il faisait peur. Et puis, quelque chose, j'exagère, mais c'est quelque chose comme l'exaltation, la reconnaissance et l'exaltation des propriétés naturelles, non pas de tous les corps, mais de certains corps. Et le choix des bons mercenaires ou des bons soldats consiste à prendre les costauds, les fiers et costauds, les fiers à bras. Fiers à bras, voilà. Comme dit l'expression. Alors que dans le deuxième texte, donc deuxième moitié du XVIIIe siècle, on n'est plus dans la naturalité d'un corps puissant, on est dans la construction méthodique d'un corps. On n'est plus dans le registre de la naturalité, mais de la construction. Et cette construction, elle porte les mêmes critères que la première version, c'est-à-dire qu'il faut effectivement des corps forts, droits, honorables, fiers et puissants. On veut la même chose. Mais au lieu d'attribuer au corps lui-même ses propriétés, il s'agit de les obtenir. Or, obtenir du corps cela suppose que le corps est, le texte le dit bien, au départ, une matière inerte. Une matière inerte, ça se travaille et ça se transforme.
Ça suppose un certain nombre de gestes qui interviennent sur cette matière inerte. Et qui interviennent par, et le texte cité par Foucault est assez précieux de ce point de vue-là, plusieurs choses. La contrainte, l'habitude, c'est-à-dire la répétition. La contrainte, c'est 2, 4, 7 lignes avant la fin de la première page. L'habitude, c'est 4 lignes avant la fin de la première page, c'est-à-dire la répétition. La force de la répétition, la force de l'obligation, ce que le texte appelle aussi l'automatisme. Et puis le contrôle, vous avez l'expression se rendre maître des corps. Contrôler les corps, les contraindre, les doter d'habitudes, c'est-à-dire de gestes automatiques, pour pouvoir obtenir quelque chose qui est entièrement construit et qui est l'air du soldat, l'air puissant du soldat, l'air fier du soldat, etc., etc., etc. Première leçon à tirer, le 18e découvre, ou pense découvrir, en tout cas c'est un présupposé essentiel, dit Foucault, que rien ne s'obtient des hommes sans quelque chose comme un dressage. C'est-à-dire une manière de modeler le corps, les attitudes et les comportements. Qui rend le corps semblable à quelque chose commune, et le mot est dans le texte à plusieurs reprises, enfin, il est dans ce qu'on vient de dire, il va être repris immédiatement après, machine. Rendre le corps une machine. Efficace comme une machine, régulier comme une machine, réglé comme une machine. Une machine, ça se programme, dans des termes qui sont, bien entendu, pas ceux-là. Je continue la lecture du texte. Il y a eu au cours de l'âge classique, alors l'âge classique, vous vous souvenez, c'est l'expression qui désigne le XVIIe siècle que Foucault utilisait dans l'histoire de la folie, l'histoire de la folie à l'âge classique, premier titre de l'histoire de la folie en 1961, ça désigne le XVIIe. Il y a eu au cours de l'âge classique toute une découverte du corps comme objet et cible du pouvoir. On trouverait facilement des signes de cette grande attention portée alors au corps qu'on manipule, qu'on façonne, qu'on dresse, qui obéit, qui répond, qui devient habile, ou dont les forces se multiplient. Le grand livre de l'homme-machine est écrit simultanément sur deux registres. Celui anatomo-métaphysique, dont Descartes avait écrit les premières pages et que les médecins et les philosophes ont continué. Celui technico-politique, qui fut constitué par tout un ensemble de règlements militaires, scolaires, hospitaliers, et par des procédés empiriques et réfléchis pour contrôler ou corriger les opérations du corps. Deux registres bien distincts, puisqu'il s'agissait ici de soumission et d'utilisation, là de fonctionnement et d'explication. Corps utile, corps intelligible. Et pourtant, de l'un à l'autre, des points de croisement. L'homme-machine de la Métrie est à la fois une réduction matérialiste de l'âme et une théorie générale du dressage, au centre desquels règne la notion de docilité, qui joint au corps analysable le corps manipulable. Est docile un corps qui peut être soumis, qui peut être utilisé, qui peut être transformé et perfectionné. Je m'arrête là, parce que je laisse tomber la référence à la métrique qui est plus spécifique, et je reviens sur cette dernière phrase. Est docile un corps qui peut être soumis, utilisé, transformé, perfectionné. On a une série de qualifications pour ce corps
qui associe la construction, la transformation, le fait de modeler le corps à deux choses. D'une part, l'obéissance. Le corps doit être soumis. De l'autre, l'utilité. Et c'est en réalité la chose que Foucault va construire dans les pages suivantes, le rapport intime qui lie étroitement et pour la première fois la docilité et l'utilité des corps. Plus un corps est docile, plus il est utile. Pour rendre un corps utile, il faut l'avoir docilisé. Alors, là encore, question qui s'ouvre. Docilité, on voit bien ce à quoi ça peut correspondre, mais utilité, pourquoi? En quel sens? En réalité, et j'avance sur le texte, Foucault va très rapidement définir cette utilité d'une formule, et cette formule qui est à la fois réductrice et plutôt utile, et que je vous donne, elle est la suivante. Est utile ce qui est susceptible, la phrase est moi, enfin le premier bout est utile, c'est moi qui le dis, ce qui est susceptible de fournir des, alors l'expression est de Foucault, là vous pouvez ouvrir les guillemets, prestations productrices. Parfois il dit aussi prestations productives. C'est prestations du point de vue de la production. Est utile le corps qui fournit des prestations productives. Première hypothèse de Foucault, le corps est devenu quelque chose qu'il est bon de faire vivre et non pas de supprimer, faire vivre et non pas faire mourir, dans la mesure du possible, ce qui n'est pas toujours le cas bien entendu, parce qu'il vaut parce qu'on peut obtenir de lui un certain état des prestations productives. Une certaine quantité de prestations productives, qui sont elles-mêmes conditionnées au fait que le corps lui-même aura été bien éduqué, bien dressé, bien docilisé, et qu'il fonctionnera dès lors avec la plus grande efficacité dans la tâche qu'on lui assigne. Cette tâche pouvant être tout à fait différente, par exemple, la tâche qu'on assigne à un soldat, qui implique une certaine efficacité, une efficacité d'un certain type, n'est pas la tâche que l'on assigne à un ouvrier, ce qui implique un autre type d'efficacité. Mais dans les deux cas, cette efficacité, cette capacité à être source de capacité productive, elle est conditionnée par la docilité, c'est-à-dire par le dressage. Or, derrière le dressage, il y a ce que Foucault va appeler des opérations qui assurent le contrôle minutieux, détaillé, extrêmement articulé des corps eux-mêmes. On reprend la lecture au bas de la page 138. Dans ces schémas de docilité auxquels le XVIIIe siècle a porté tant d'intérêt, quoi de si nouveau? Ce n'est pas la première fois à coup sûr que le corps fait l'objet d'investissements si impérieux et si pressants. Dans toute société, le corps est pris à l'intérieur de pouvoirs très serrés qui lui imposent des contraintes, des interdits ou des obligations. Ça, c'est pas nouveau. Plusieurs choses, cependant, sont nouvelles
dans ces techniques. Et quand je dis nouveau, ou il dit nouvelle, chose nouvelle, on voit chez Foucault à nouveau réapparaître cette idée de l'émergence. Quelque chose émerge qui n'existait pas auparavant. L'échelle, d'abord, du contrôle. Il ne s'agit pas de traiter le corps par masse, en gros, comme s'il était une unité indissociable, mais de le travailler dans le détail, d'exercer sur lui une coercition ténue, d'assurer des prises au niveau même de la mécanique mouvement, geste, attitude, rapidité, pouvoir infinitésimal sur le corps actif. Tout va être pris en compte. J'ouvre une parenthèse qui va valoir pour la deuxième moitié du cours d'ici 3 séances. Quand on envisagera les techniques ou les dispositifs qui s'appliquent au corps, et pas seulement au corps, aujourd'hui, sur le calcul des aptitudes du geste, par exemple le chronométrage du geste, la précision du geste, etc., on trouve ça partout dans les travaux, des travaux les moins qualifiés aux travaux les plus qualifiés, mais il est évident que la mise au travail des corps sur des types de travaux extrêmement répétitifs et non qualifiés passe aujourd'hui encore par un calcul de ce genre-là, une espèce de coercition ténue et infinitésimale. Moins d'ailleurs dans des espaces traditionnels qu'on associe à ce genre de choses. Foucault envisage l'usine parce qu'il parle du 19e, mais pensez, je ne sais pas, pensez aux plateformes de call center, où tout est chronométré. Combien de temps vous mettez pour décrocher, combien de temps vous mettez pour dire votre nom et dire bonjour, combien de temps vous mettez pour dérouler le chemin de fer, le schéma que vous avez, combien de temps vous avez pour que la personne en face se déclare satisfaite de vos réponses, combien de temps, et tout cela est millimétré. Tout est calculé. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre ce pouvoir infinitésimal sur le corps de discipline et l'approfondissement infini de l'état de police dont Foucault parle dans le livre précédent, dans Territoire et population, il dit qu'il y a un état de police dont les buts sont illimités et qui va chercher à policer cette population. Je pense qu'il n'y a pas de distinction, c'est deux formulations différentes. Dans le texte du cours précédent est intéressant. Le texte antérieur encore, qui est les fameuses conférences de Bayat dont je vous parlais, la vérité et les formes juridiques, Foucault parle déjà de l'état de police, et de l'extension de l'état de police, police en sens gestion, administration, qui traverse entièrement toute l'épaisseur du social, puisque c'est le sens 18e, et il en fait un des dispositifs ou une des ramifications permanentes dans le champ du social de ce genre de choses. La différence dans Surveiller et punir, c'est qu'il envisage des types d'espaces spécifiques qui sont des espaces clos. Parce que finalement, le point commun entre l'hôpital, le couvent, l'armée, la prison, bien entendu, l'école, etc., et l'usine, c'est que ce sont des espaces clos. Ce qui m'amène à poser cette question, c'est que l'état de police, d'après Foucault, ça existe avant les disciplines, si je ne me trompe pas. Et du coup, j'imaginais qu'il y avait une discontinuité. Je pense qu'il se met à parler de discipline à partir du moment où il se met à parler, à travailler sur des espaces clos. D'accord. Cela dit, vous avez raison, parce que, et vous avez raison de souligner la chose, parce que après avoir parlé de discipline ou de technique disciplinaire ou de disciplinarisation des corps, il se mettra à parler plus tard, après Surveiller et punir, de disciplinarisation de la société. Là, on est à nouveau dans un espace ouvert. Donc on réaccroche la thématique de la police générale, en réalité. Donc bien sûr, oui, non, je pense que c'est une continuité, c'est une évolution de sa formulation. Donc, travail sur ces comportements, sur les gestes, sur les mouvements, sur etc. L'objet ensuite du contrôle. Non pas, ou non plus, les éléments signifiants de la conduite ou le langage du corps, mais l'économie, l'efficacité des mouvements, leur organisation interne. La contrainte porte sur les forces plutôt que sur les signes. La seule cérémonie qui importe vraiment, c'est celle de l'exercice. La modalité, enfin, elle implique une coercition ininterrompue, constante, qui veille sur les processus de l'activité plutôt que sur son résultat. Et elle s'exerce selon une codification qui quadrille au plus près le temps, l'espace et les mouvements. Le temps, l'espace et les mouvements sont les trois dimensions dans lesquelles la docilisation des corps, garante de leur
utilité, ou condition première de leur utilité, se donnent. Le temps, l'espace et le mouvement. Comme on n'a pas le temps, parce qu'il faut que j'arrive à la biopolitique et qu'après je vois ce qui se passe une fois qu'on sort du registre du 19e au 20e, puis maintenant au début du 21e siècle, et qu'on n'est pas en avance, je ne vais prendre que une de ces 3 possibles d'analyse, qui est celle de l'espace. On pourrait le faire tout à fait sur le temps aussi, vous le direz par vous-même dans le livre, ou sur les mouvements. Parce que l'espace, et c'est pour ça que Foucault est fasciné par les espaces clos, l'organisation de l'espace, l'utilisation de l'espace comme instrument de dressage des corps, de docilisation des corps, est une chose qui, si elle n'émerge pas véritablement au XVIIIe siècle, elle préexiste probablement, caractérise le XVIIIe siècle en tant que tel. Avant de passer à l'espace, 2 expressions. Anatomie politique. Et orthopédie sociale. Anatomie politique et orthopédie sociale. Anatomie politique, ça veut dire que le corps lui-même est traversé par des enjeux politiques. Quand Foucault dit ça devient objet et cible du pouvoir, il devient un enjeu de la gestion politique, chose qu'il n'était pas parce qu'on peut obtenir de lui des prestations productives. Et puis l'expression orthopédie sociale, parce qu'on ne peut plus se permettre de supprimer massivement les corps valent. Mais qu'on peut en revanche les déconstruire et les reconstruire, les dresser et les redresser, les conditionner et les doter d'automatismes, bref, en redessiner entièrement la physiologie naturelle. Je reviens sur le point, il y a là un effacement de la naturalité des corps et une recodification entière de la dimension du corps par un certain nombre de gestes qui lui sont appliqués et qui littéralement le réinventent. Ça n'est plus le corps naturel. C'est un corps politiquement et socialement construit par les actions qu'on a exercées sur lui. Alors, de cela, je vais m'arrêter dans un instant parce qu'il faut qu'on garde 5 minutes s'il y a des questions. De cela, Foucault déduit, et il déduit très rapidement, c'est en haut de la page 140, deux choses. Je voudrais qu'on le lise parce que c'est tellement rapidement déduit qu'on ne comprend pas le passage et Foucault va mettre longtemps avant de recomposer le chemin entre ce qui précède et ce qu'il va annoncer. En haut de la page 140, il dit la discipline, c'est 1, 2, 3, 4, 5e ligne après le début de la page. La discipline fabrique ainsi des corps soumis et exercés, des corps dociles. Jusque-là, tout va bien. Et il ajoute la discipline majore les forces du corps, parenthèse, en termes économiques, d'utilité, fermez la parenthèse, et diminue ces mêmes forces, parenthèse, en termes politiques d'obéissance. Point. D'un mot, elle dissocie le pouvoir du corps
elle en fait d'une part une aptitude, une capacité qu'elle cherche à augmenter, et elle inverse d'autre part l'énergie, la puissance qui pourrait en résulter. Et elle en fait un rapport de suggestion, c'est-à-dire assujettissement, strict. Si l'exploitation économique sépare la force et le produit du travail, disons que la coercition disciplinaire établit dans le corps le lien contraignant entre une aptitude majorée et une domination accrue. Alors, avant de pouvoir expliquer ce passage-là, je vais m'arrêter sur ça. Ce qui nous reste à expliquer, ce qu'il faut qu'on explique maintenant, ce qui lance comme un pavé dans la mare, c'est augmentation des forces du côté de l'utilité économique et diminution des forces du côté politique, c'est-à-dire du côté du rapport de force qui peut s'installer. Plus on est docile, plus on est efficace économiquement et moins on est efficace politiquement. La docilité, c'est ces deux choses à la fois. L'enjeu, c'est à la fois d'obtenir des gens qui produisent et des gens qui ne se révoltent pas. Comment fait-on pour construire des corps productifs et non révoltés? C'est ça la question. On est dans la construction, n'oubliez pas. Comment on construit des individus productifs et non révoltés? Alors, encore une fois, on peut le faire en utilisant l'espace, le temps et les mouvements. Et on va voir comment est-ce que l'espace, la prochaine fois, contribue à cette construction-là. Et puis après, on se posera la question de savoir si ça suffit ou pas. Déjà à l'époque. Et en fait, ça suffit pas. Et du coup, il faudra inventer, du point de vue des optiques de disciplinarisation et d'assujettissement, il faudra inventer d'autres techniques, d'autres dispositifs dans la même rationalité. Et ce deuxième niveau de technique, tout à fait différent du premier, mais complémentaire, ça va être la biopolitique. Et une fois qu'on aura construit ça, alors on se demandera si le premier niveau disciplinaire et le deuxième niveau biopolitique, qui ont finalement très bien fonctionné au XIXe siècle et dans une partie du XXe siècle, fonctionnent encore aujourd'hui. Sous quelle modalité? Comment? Est-ce qu'il y a des modifications? Où ça se passe? Et est-ce qu'il y a des permanences? Encore une fois, souvenez-vous, la transformation chez Foucault, c'est ce qui se conserve, c'est ce qui disparaît, c'est ce qui émerge et c'est ce qui se modifie. Ces quatre figures-là sont toujours prises ensemble. Est-ce qu'il y a des questions? Il me reste 7 minutes. Je suis d'une générosité extrême. Est-ce qu'il y a des questions ou des points de détail sur lesquels vous voudriez qu'on revienne? Ou pas? Ouais. Vas-y plutôt, parce que moi ma question ne doit pas être pertinente, je pense que vous allez en parler dans le cours suivant. C'est peut-être la même chose en fait, mais j'ai l'impression que dans sécurité de la population, il parle de discipline et de sécurité. Je me demandais si sécurité et biopolitique, non. Non, c'est encore autre chose, parce que la sécurité, elle est mobilisée chez Foucault essentiellement dans l'analyse qu'il fait des États. Sécurité, territoire, population est un cours qui est au moins encore pris dans le découpage historique qui est celui du XVIIe siècle. C'était quand même le cœur de centre de sa période. Et c'était vrai aussi pour Il faut défendre la société, qui est le cours précédent, et en réalité ce décalage chronologique fait qu'il ne va pas parler de la même chose. Quand on parle du XVIIe, on parle de la forme État. Et du coup, une grande partie de l'analyse est déterminée par cet intérêt, ou par ce prisme qui l'amène sur une histoire, une genèse de l'État moderne, et qui fait que l'enjeu de la sécurité, qui est aussi l'enjeu de la défense du périmètre de l'espace territorial, c'est-à-dire des frontières, qui est aussi l'enjeu de l'identité, qui est aussi la guerre des races, qui est aussi, etc., est pris dans une genèse de l'État. Ce qui bascule avec la discipline, c'est que là, on ne parle plus du tout du référent, en tout cas pour l'instant, État. On est parti sur l'État contient, l'État est un mode de gouvernement qui contient tous les autres, c'est ce qu'on avait dit avant, et puis là, plus de référence à l'État, sur les disciplines. Ça va réapparaître de manière plus nette et plus intéressante, mais assez différente des analyses de type XVIIe siècle, au moment de la biopolitique. Mais plus dans les termes de sécurité, plus exactement dans les termes de sécurité.
dans des termes d'anticipation et de prévision, ce qui n'est pas une question de sécurité. C'est exactement une question de sécurité. Alors, c'est une question pour nous spoiler les suivants. Est-ce que il n'y aura pas une rupture entre, avant cette association entre domination accrue et productivité augmentée, et après le néolibéralisme qui doit au contraire laisser faire la créativité individuelle, la productivité pour en tirer le meilleur profit. C'est-à-dire ils seront d'autant plus utiles qu'on ne leur dira pas quoi faire. Ils se diront eux-mêmes quoi faire. Et du coup, cette autorégulation du marché, elle prend aussi cette forme d'une auto... Si ça marchait, ils seraient drôlement contents. Alors vous me spoilez mes 2 dernières séances, donc c'est vraiment... c'est la fête de Noël que vous anticipez le 10 octobre. C'est comme si je faisais le sapin. Mais c'est intéressant votre question parce que c'est une chose à laquelle réfléchir. C'est vrai qu'aujourd'hui, la valorisation de la créativité, on l'avait dit déjà dans les premiers cours, de l'initiative personnelle, etc., implique quelque chose comme de la liberté. Et c'est ce que je pense aussi quand je pensais au cours où vous aviez dit que ce dont l'État ne pouvait pas traiter, qui ne pouvait pas produire lui-même, c'était la production justement. C'est le fait d'une opposition entre domination et production, je ne sais plus exactement des termes. Ouais, sauf que c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai que alors c'est pas là c'est plus l'État. Là c'est des politiques néolibérales. Oubliez l'État, parce que l'État c'est plus compliqué que ça et que les politiques néolibérales sont extraordinairement peu étatiques. Donc le monde référent État compte moins. Mais si on admet qu'aujourd'hui l'idée c'est créativité, productivité, libre initiative, invention, etc., et que le néolibéralisme valorise un individu qui se considérerait lui-même comme son propre capital, en innovant en permanence ce qu'il est, etc., en renforçant ses habilités, ses capacités, etc., en se rendant plus puissant, en augmentant son agentivité. Enfin, il y a toute cette espèce de novlangue sur les capacités du sujet. La question est, est-ce que les néolibéralismes reprennent à leur compte le mantra du tout premier libéralisme qui était un laisser-faire au nom de la naturalité du marché, des lois du marché ou pas? Non. En réalité, aujourd'hui, les néolibéralismes ne cessent d'organiser, d'intervenir parce que la naturalité, elle est ingérable et qu'elle produit, et on le sait depuis longtemps, des crises et que l'autorégulation du marché, ça ne marche pas, y compris pour les libéralistes, les libéraux, les néolibéraux. Du coup, il faut, et aussi parce que la liberté des hommes et des femmes, c'est déjà dans ce texte-là, c'est la liberté de produire, d'inventer, d'innover et de créer de la valeur économique, mais c'est aussi la liberté de se regrouper, de discuter, de se mettre ensemble et éventuellement de se révolter. Et la question, elle est comment est-ce qu'on crée des gens utiles économiquement et politiquement dominés, en tout cas qui ne se révoltent pas. Comment est-ce qu'on fait pour laisser le maximum de liberté parce que ça produit la valeur économique et en même temps contrôler cette liberté pour qu'elle ne produise pas des révoltes? C'est ça la question. Et bien il y a des instruments pour. En fait, la difficulté, ça devient de concilier une soumission politique avec une émancipation économique, en gros, une émancipation de la production. Non, parce que c'est pas une émancipation de la production. Parce que si c'était une émancipation de la production, ça veut dire que chacun pourrait produire pour lui et sans que le produit de son travail appartienne à quelqu'un d'autre. Ce qui, que je sache, n'est pas encore le cas dans les néolibéralismes contemporains. Je voulais dire de l'émancipation de la production en tant que pratique et non pas en tant que détention de la production et de la production. Mais la question, elle est alors on va terminer parce que je ne sais pas si Anne Sauvagnargues aujourd'hui ou si elle fait grève. La question, elle est multiple parce que qu'est-ce que ça. Alors, c'est la détention des moyens de production. Au 19e, c'est les machines, les stocks, les matières premières, etc., etc. Mais aussi, on va le voir aujourd'hui, les moyens de production, c'est en grande partie le cerveau humain, les relations sociales, la coopération que les hommes constituent les uns avec les autres, etc., etc. Et on se dit, fantastique, il y a de quoi faire une immense construction autogérée. Sauf que la valorisation économique ou les circuits de valorisation économique de ce que vous produisez de cette nouvelle manière-là ne vous appartiennent pas. Et qu'il y a des mécanismes qui sont des mécanismes qu'il faut analyser, qui sont des mécanismes de captation. Le terme technique pour désigner cette captation de nouvelle manière, c'est extraction. On parle d'un extractivisme. Donc on verra comment est-ce qu'on fait pour garantir des conditions d'extraction de la valeur des comportements sociaux, tout en laissant aux hommes et aux femmes l'impression qu'ils sont libres, parce que c'est à cette condition-là qu'ils sont utiles économiquement. Et c'est un nouveau type de docilité.
C'est une docilité qui réinvente la liberté, qui n'est pas la liberté telle qu'on l'imagine, mais qui est une liberté entièrement construite. Comment est-ce qu'on construit cette autre liberté? Comment est-ce qu'on la contrôle? Comment est-ce qu'on vous fait croire qu'elle est la liberté? Et comment est-ce qu'on vous rend captif de cette liberté-là, au nom de la liberté? C'était le sapin de Noël. On se voit la fois prochaine.